Aujourd'hui, on change de confinement, mais on ne change pas d'habitude. Et on va trouver au moins 2, voire 3, voire 4 raisons de se fâcher. Parce qu'on va parler de French Theory avec François Cusset. Alors, French Theory, à ce que j'ai vu, François Cusset est professeur d'histoire contemporaine à Nanterre et surtout professeur d'histoire des idées. Et ça m'intéresse. French Theory a un sous-titre, Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie, et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis. Et c'est exactement ce qui se passe. On est chez La Découverte Poche, c'est évidemment pas traduit. Il y a une toute petite postface à la fin. Il est intéressant de préciser que c'est un bouquin de 2003 avec une postface de 2005, donc ça commence à dater. Mais c'est aussi intéressant de voir comment les choses sont mises en place. Il se passe quoi là-dedans? Et vraiment, vraiment, c'est un livre que j'ai aimé, mais pas de A à Z. En tout cas, j'ai aimé le lire, ça m'a occupé toute la semaine. C'était long, j'en ai parlé à mes étudiants, c'est pour ça que je l'ai lu d'ailleurs au départ pour eux, elles. C'est que il parle de ce qu'est la French Theory, de l'énorme, peut-être pas malentendu, peut-être pas contresens, gloubi-boulga, qu'est la French Theory, déjà plus ou moins en France, ensuite aux États-Unis, ensuite quand on en parle en France. On s'explique. La French Theory, c'est, au départ, au commencement, il y avait le post-structuralisme et un peu le structuralisme. Donc, effectivement, Barthes, Baudrillard, Kristeva, Lacan, Deleuze, Derrida, hyper important, et quelques autres, j'en ai oublié, et compagnie. C'est intéressant le compagnie, hein, c'est très, très, très US et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de l'entreprise. Et vous allez voir en quoi c'est intéressant, qui se met en place. Donc tous ces gens-là, ils écrivent en France. Ils font pas exactement école, mais ils font mouvement, ou ils font mouvance, ou en tout cas ils se connaissent. Et Foucault. Et beaucoup d'entre eux se retrouvent à pas mal circuler aux États-Unis. Derrida, si je me souviens bien, dès une bourse d'échange quand il était à Ulm, donc il y a des échanges, etc. Il se passe ça en France, c'est les années 60, les années 70, et c'est quand même un mouvement assez énorme. Hein. C'est un peu moins les années 70, où les années 70 commencent à aller vers un refroidissement. En France, déjà, c'est un mouvement qui n'est pas exactement marxiste, même si ce sont des gens qui ont lu Marx, hein, les specs de Marx le montrent très bien. C'est pas... C'est à nouveau, c'est un truc nouveau, quoi, qui se passe. C'est pas seulement structuraliste, parce qu'il y a quelque chose quand même qui se détache du premier structuraliste et de structuralisme et de ce que fait un Claude Brémond, par exemple, ou alors Propp, évidemment, c'est un formaliste, c'est pas un structuraliste. Vladimir Propp, donc morphologie du conte, pas de fées, hein, mais du conte folklorique russe. Claude Brémond, logique du récit, c'est vraiment cet aspect-là de la narrato. Genette reste quand même d'une certaine manière pas structuraliste, mais en tout cas il va être pas mal formaliste. Là en fait on a un mouvement de gens qui sont parfois issus de la littérature ou de l'histoire, hein, avec Foucault, mais pas vraiment non plus, mais enfin qui vont quand même faire de l'histoire. Mais en tout cas c'est un mouvement qui est surtout, on va dire, théorique et philosophique. Et Cusset le résume à quelques grands traits qui sont en fait ceux qui vont être les plus retenus au moment de la réception au moment des réceptions, parce qu'ils ont beaucoup fait la fête, mais aux États-Unis, c'est-à-dire que ça va se caractériser quand même par, bon, un ancrage idéologique plutôt à gauche, quoique non directement marxiste et souvent une distance prise d'avec le PC, ce qu'il appelle une pantextualité, c'est-à-dire tout devient texte, tout devient discours, et ça c'est ce que vous avez quand vous parlez de scripts sociaux. Dans l'arrangement des sexes, Goffman par exemple. Alors je sais pas s'il emploie la notion de script, Buchenschul va me répondre, mais on va commencer à voir en fait, par-delà le grand récit qui n'existe plus, une multitude de récits. Et Lyotard, donc la condition postmoderne,
est une très très grande référence, donc une très grande figure de ces figures-là, de ces gens qui vont passer de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Donc ils écrivent leurs textes, et ces textes, et parfois les gens, vont être accueillis d'abord dans les départements de français, puis régulièrement dans les départements de littérature anglaise, pour faire des conférences, des séminaires, des cours, des partenariats, enfin tout ça c'est quand même très... C'est assez joyeux hein, quand même par moment. Et en fait la French Theory, c'est ce que les États-Unis, ou plutôt certaines personnalités dans certains départements aux États-Unis, ont mis en avant, reçu et constitué en école, en théorie, en école théorique, en l'appelant la French Theory, donc qui regroupe l'ensemble hein, de ces philosophes intellectuels français. Donc pantextualité, donc tout est texte, tout est discours, ça c'est aussi très foucaldien. Hein, l'idée aussi d'un hors-texte qui va revenir à du texte, alors là on est plutôt chez Deleuze ou Derrida. Dans les détails, je les connais pas si bien que ça, hein, ces gens-là. Je les lis, mais c'est compliqué de retracer toute cette histoire-là. C'est pour ça qu'il y a des livres comme celui de François Cluzet, et c'est très bien. Ça va être quand même une attention portée à tout ce qui va être mécanique de domination et de pouvoir. Et je vais bien dire de domination et pas seulement d'oppression, parce qu'en fait, tous les volets exploitation, alors c'est-à-dire, ouais, j'ai tendance à définir l'oppression comme le phénomène de hiérarchisation d'un groupe par un autre groupe, et à mettre la domination du côté des symboles et l'oppression c'est l'ensemble, et l'exploitation du côté matériel, même s'il y a bien sûr une exploitation, enfin l'exploitation matérielle elle passe pas toujours par des choses tangibles, concrètes, hein, mais comme ça l'exploitation ça va permettre d'extorquer de la force de travail, un profit matériel, quand la domination va être le discours qui justifie l'oppression. Vous me direz si ça fonctionne pour vous, mais je trouve que comme ça s'articule bien. Et que un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est de ne regarder que du côté de la domination, on va dire symbolique. La domination elle peut être matérielle, hein, c'est moi qui distingue. Hein. Et en fait, qu'on ne regarde en fait que le discours qui va rendre subalterne, qui va minorer, etc. Et non plus, en fait, le fait qu'il y a des grosses inégalités de revenus, par exemple. Et qu'il y a l'argent des pauvres qui va vers les riches, par exemple, aussi. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que les riches sont riches et que les pauvres sont pauvres. C'est parce que les riches volent aux pauvres. Enfin, il n'y a pas tellement d'autres raisons. Hein. Je continue. Ça, c'est pas la French Theory. Même si ça... Je pense pas qu'ils soient contre. Voilà. Et donc une attention, on va dire, aux subalternes, aux dominés, ce qui va permettre en fait l'éclosion des minority studies ou subaltern studies, et je regrette encore d'avoir fait allemand LV1, donc gay studies, woman studies, black studies, et apparemment on dit plus black studies, mais je sais pas ce qu'on dit maintenant, enfin tout ce qu'on a appelé gender studies, cultural studies. Voilà. Donc comment et quand je vous dis comment, François Cussé, il fait vraiment une table des matières. Enfin, une table des matières, il fait pas qu'une table des matières. Oh, il y a des miettes de cookies. J'ai mangé des cookies hier soir. Je les ai fait, mais ils étaient un peu ratés. Faut pas mettre trop de farine. Alors, d'où ça vient? Comment il y a déjà eu des accueils assez particuliers d'intellectuels européens et a fortiori français aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale et évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, comment l'université américaine est pensée, construite, même géographiquement, comme un monde à part. Le campus anglo-saxon, c'est un monde à part. Et être étudiant, c'est un stade très particulier entre l'adolescence et le monde adulte, avec une liberté en fait beaucoup plus grande mais très surveillée. C'est une parenthèse dans un cursus de quelqu'un qui serait pas universitaire. Comment il y a déjà eu donc, des mouvements une critique importée, etc. Donc là, c'est le New Criticism. Ce qui se passe dans les 70s, quel tournant se met en place. Et ça passe aussi par une aventure éditoriale, parce qu'en fait, ces philosophes françaises, je dis philosophes de façon large, hein, vont être... en fait, c'est exactement ce qu'on appelle, en épistémocritique, un transfert. Mais là, c'est un transfert de tout ce qui n'est pas école. Et pour que le transfert se fasse, il y a une sélection de textes, de figures, certaines plus que d'autres, souvent des textes courts. Donc ceux-là vont être
traduits vont circuler d'abord sous forme de renéotypes, donc les ancêtres des photocopies, de profs à étudiants dans des petits groupes d'études, et c'est favorisé par la façon dont on fait cours aux États-Unis, avec un rapport plus proche que ce qu'on a en France entre les étudiants et les élèves. Donc la circulation des textes se fait aussi plus facilement, même s'il reste une hiérarchie. Donc des textes récents qui peuvent être considérés comme subversifs, création de revues, et donc invitation de ces philosophes sur place. Et moi, en fait, ouais, je fais pas enfin si je fais non je fais pas oui je fais un peu d'histoire des sciences quoi, et c'est vraiment un truc qui m'intéresse, histoire des sciences, histoire des idées. Et là c'est vraiment un cas d'école ultra dingue quoi. Et en plus on a même des photos. Ça c'est Michel Foucault à Central Park en 75. Moi j'étais complètement folle quand j'ai vu ça. J'étais complètement folle. Je crois qu'il y a une photo de lui à la plage. Il y a des photos à la plage à un endroit. Ah non, c'est pas Michel Foucault, c'est Gilles Deleuze en Californie, là aussi en 75. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est chouette de les imaginer à la plage, moi. Enfin, je ne vivais que dans cette attente, quoi. Deleuze et Guattari sur une route de Californie dans une photo monstrueusement floue. Voilà, ça c'est précieux, quoi. C'est comme les photos de Nietzsche tout nu que l'on trouve sur Internet quand on fait les bonnes recherches. Avec Lou Andrea Salomé et un autre monsieur dont j'ai oublié le nom. Ils sont très en forme, hein, je vous préviens. C'est pas pour le bureau, ça. C'est pour regarder ça chez vous. Comment on dit? Not safe for work. Donc là, ce qui se passe, c'est déjà un cas hyper intéressant du point de vue de l'histoire intellectuelle et de l'histoire intellectuelle récente, de l'histoire des sciences, je sais pas, mais en même temps, c'est ce qu'on a dans cet ensemble, c'est aussi une remise en question de la scientificité, donc comprendre quel est le contexte historique, intellectuel de cette remise en question de la scientificité qui va être portée notamment par Foucault. C'est hyper important, et pas seulement par Foucault, et ça va être prolongé comme ça ensuite. Quels en sont les prolongements sur place, quelles en sont les incompréhensions, enfin, tout ça c'est du transfert culturel. Et un transfert culturel, donc ça peut se faire d'une discipline à une autre, d'un pays à l'autre, comment les livres circulent, c'est passionnant, parce que c'est comment on pense, et comment on pense ce qu'on a envie de penser à partir de ce qu'on nous offre. Et pourquoi ça va fonctionner, et ça QC le montre vraiment bien, parce que on va avoir des transformations quand même hyper importantes. Alors j'ai dit plusieurs fois, c'est philosophes français, françaises. Surtout des mecs, hein, ça c'est pas très surprenant, bien que j'ai mentionné Kristeva. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est une certaine dimension de ces auteurs et autrices qui va être retenue. Et en fait, va s'opérer un déplacement et un glissement. Et ce déplacement, c'est qu'on a déjà un passage de la philosophie à la littérature. Alors c'est pas que de la philosophie, on n'est pas dans la philosophie analytique. Et ça en fait et ça prend pas du tout, ou pas tellement d'après le bouquin, dans les départements de philosophie états-uniens qui gardent cette tradition de philosophie analytique. Ça c'est intéressant aussi. Parce que savoir dans quel département ça se passe, ça explique les transformations. Pourquoi des littéraires iraient faire de la philo? Ils regardent de la philosophie pour refaire de la littérature et avoir une nouvelle pensée des textes, du texte, une nouvelle approche critique. Et c'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Donc ça, on passe de la philo à la littérature, ce qui veut dire qu'on va vers un intellectualisme plus fort, et c'est logique, parce que c'était déjà des intellectuels très intellectuels, et parfois abstraits, voire abscons. Et ça a pu aussi faire partie du succès. Parce que, comme les campus sont assez isolés, et même isolés de la vie, etc., c'est quelque chose de qualifiant, socialement, que de les lire, de les avoir lus. Et ainsi, j'ai pu dire, oh, tu te rends compte, 300 000 exemplaires vendus aux États-Unis de la volonté de savoir. Combien ont été lus, m'a-t-il été répliqué? C'est quelqu'un qui a mauvais esprit qui m'a dit ça. Ne refaites jamais ce genre de choses. Moi, j'étais enthousiaste. Ensuite, vous continuez là-dessus, donc déplacement vers le littéraire, pantextualité, c'est-à-dire tout est texte, tout est discours. Et en fait, le texte n'est plus seulement dans ce qui va être écrit, imprimé, comme ça, mais on va commencer donc à pouvoir bosser le cinéma. Deleuze là-dessus, c'est clair que ça a bien marché aussi en France, hein, Deleuze en études cinématographiques. Mais on va aussi élargir en fait au-delà de ce qui est considéré comme canonique. Ça ne veut pas dire que le canon n'existe plus. Et ça, c'est chez eux, mais c'est en même temps pas chez eux. Et là, il faudra que je relise Pop Philosophie de Laurent Suter dans pas longtemps, parce que là, il y a un truc,
Je crois que c'est chez Deleuze, je comprends pas, faut que je reprenne. C'est vachement compliqué, c'est super dur, etc. Donc, pantextualité, pandiscursivité, ce qui va donc permettre un élargissement du canon, de nouvelles approches critiques, une plus grande liberté du critique. Et oui, ça c'est logique. C'est dans la droite ligne de la mort de l'auteur de Roland Barthes. Sauf que là, ensuite, c'est ce qui va être appliqué. Mais aussi une transformation, et une transformation souvent en mode d'emploi. La déconstruction, comme première étape, genre dès la L2, vous commencez à faire de la déconstruction, alors que c'est un peu rapide en fait, pour ce que c'est réellement, parce qu'on va avoir une simplification pédagogique pour amener à rendre des papers, quoi, à rendre des devoirs. Et ça, c'est logique. Mais comme nous, en France, on n'a pas mis ces philosophes-là de cette façon-là à l'université, pas de façon générale, qui sont étudiés à l'université, mais clairement pas dans toutes, et il me semble que pas du tout à la Sorbonne, ce qui est quand même un marqueur, quoi. Donc en fait, on prend des gens qui ne sont pas dans le canon pour en faire un canon alternatif, pour combattre le canon, ou au moins l'élargir. Et en proposant d'autres méthodes qui peuvent donc être appliquées aussi au texte, etc. Intérêt pour de nouveaux sujets, donc les études, on va dire, minoritaires, des minorités, en se rappelant que les minorités, elles sont toujours qualitatives et jamais quantitatives, c'est pas une question de démographie, sinon on ne considérerait pas les femmes comme une minorité. Minorité, c'est le statut d'être en situation de minorité, c'est-à-dire d'être sous tutelle. Et à ceci va s'ajouter donc un ensemble de concepts qui vont aussi circuler de texte en texte et qui peuvent être transformés. Et comme ils sont déjà super difficiles chez eux, enfin chez les auteurs, ben c'est pas forcément plus facile. Une attention donc à donc en fait un déplacement des analyses, on va dire marxistes ou dans le siège des marxismes type lutte des classes, à quelque chose qui va devenir plus symbolique. Et ce qui pose énormément de questions politiques, philosophiques, méthodologiques, à tous les niveaux. Moi, je me suis éclatée en lisant ça, et j'essaie de vous expliquer en quoi. Donc ça, c'est déjà intéressant du point de vue de l'histoire des idées, des États-Unis, tout ça. Moi, je connais pas bien les États-Unis, donc c'est intéressant. Ça veut dire, en plus, que vous avez un modèle nouveau politique qui va être plus libéral que le marxisme, mais qui va néanmoins garder quelque chose de subversif, ou du moins qui va en garder la réputation. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que des gens comme Reagan, ils supportent pas la French Theory. Bush non plus, alors je sais plus lequel des deux a dit, alors Bush père, que le postmodernisme était le premier ennemi de l'Amérique. Ça, quand il y a des milliers de morts par overdose, quoi. Parce que l'héroïne circule dans tout le pays. Extraordinaire, quoi. Je dis pas que les drogués, c'est le mal, je dis la drogue est un gros problème, et la façon dont la drogue circule sur le territoire états-unien a aussi une histoire. Quand le pays est en guerre permanente, c'est un postmodernisme premier ennemi, quoi. Mais en fait, mais si seulement, quoi. Si seulement ça marchait comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se cacher derrière ça Et pourquoi ça fait aussi polémique quand on revient en France? Bon, déjà, ça s'appelle French Theory. En French Theory, il y a français. Déjà, ça pue pour les États-Unis. On se rappelle, les États-Unis, c'est entre francophilie, francophobie. Au moment où Villepin a refusé que la France entre en guerre en Irak, il y a eu un moment où c'était bien que Villepin soit là. Ils ont décidé que leurs frites qu'ils appelaient les French Fries, alors qu'elles sont belges, il fallait les appeler, je crois que c'était Liberty Fries ou Freedom Fries, enfin, c'est complètement débile, quoi. Vous êtes français, les clichés sur les Français sont quand même assez terribles, mais ce sont des clichés qui sont aussi souvent assez fascinants. Et là, pas seulement des États-Unis que moi je peux rencontrer, c'est-à-dire globalement des universitaires, ou là, qui enseignent le français, donc bon, ouais, je suis pas trop exotique, quoi. Mais même plus tard, oh, you're French, etc. Et voilà, il y a cette espèce alors qui est liée à l'Europe en général et à l'arrogance incroyable des Français. Et c'est sûr que quand on parle en plus d'intellectuels français, on ne dit pas peu. Voilà. Donc, il y a quelque chose, voilà, comme ça, de refus des Français, mais aussi de refus de l'université, de volonté de marginalisation. Et en fait, si on veut pas l'affirmative action, donc ce qu'on a très mal traduit par discrimination positive, parce qu'il fallait surtout pas qu'on ait envie de l'avoir, l'action positive, dans ce cas-là, il faut aussi briser le socle idéologique sur lequel ça s'appuie.
Et c'est très intéressant parce que dans le même temps, la French Theory, elle est aussi quand même assez compatible avec le capitalisme, puisqu'elle va quand même donner une légitimité universitaire, si ce n'est faire rentrer dans un nouveau canon, des œuvres de divertissement. Le divertissement, justement produit par le capitalisme, au point souvent d'en oublier les conditions de production. On fait pas Star Wars avec 3 bouts de ficelle, vous voyez. Ça, c'est quand même intéressant. On fait pas... bon, les comics, c'était pas forcément très cher à produire, mais que disent les comics, etc. etc. Donc c'est intéressant. C'est vraiment un truc qui bouge, quoi, à ce niveau-là. Et en plus, ça n'a jamais fait un consensus définitif aux États-Unis non plus. Donc ça, c'est aussi quand même quelque chose qui bouge pas mal, parce que bah, ça veut dire qu'il y a eu des guerres, c'est beaucoup dire, mais des affaires dans les universités, etc. Des schismes, mais parfois c'est terrible un schisme universitaire. Hein. Déjà que le campus il est isolé, si vous vous retrouvez isolé dans un campus qui est isolé, vous êtes seul. Et tout cela a encore été complexifié en 96 par l'affaire Sokal, donc il y a un canular d'un physicien Sokal qui a réussi à Alan Sokal. Mais moi à chaque fois que je pense à Sokal, je pense à Canardo à la BD, mais c'est pas le même. Euh, cet homme a réussi, avec quelqu'un d'autre, à faire publier dans une des revues inspirées par la French Theory, je crois que c'est Sémiotex, mais je suis pas sûre, un article sur une remise en question de la gravitation quantique à partir, je crois que c'était Derrida, un truc comme ça. Évidemment, j'ai jamais lu l'article. Et c'est un canular, il a dévoilé le canular, etc. Et l'énorme succès de ce canular, le scandale, il n'a pas tellement été universitaire, quoi. Il a été surtout journalistique, médiatique, etc. Comme, et il sera renforcé ensuite par ceux qu'on appelle les nouveaux philosophes, qui n'ont rien de nouveau ni rien de très philosophe. Hein. Je vais vexer des gens, hein. BHL, Finkielkraut, Glucksmann, qui sont en fait contre la pensée de 68 et donc contre ce qu'elle est supposée avoir engendré, à savoir la French Theory, et en plus contre les États-Unis, ça tombe bien, la French Theory, après ben, revient en France et on est en plein dedans. Donc ils sont forcément fâchés. Donc il faut évidemment jeter le bébé avec l'eau sale du bain et si possible le bain moussant et les 3 shampoings, quoi. Voilà. Donc le refus comme ça absolument terrible qu'il y a pu y avoir dans les années 90-2000 de ces philosophes, c'est-à-dire à peu près à l'époque où ils mouraient en plus, euh, n'a pas empêché une certaine forme évidemment de fétichisation, parce qu'on fétichise toujours la marchandise, et de starification, de ces philosophes et des philosophes et intellectuels qui ont suivi, et je pense évidemment à Judith Butler, qui est quand même une star en fait. Hein. C'est quand même quelqu'un qui vend évidemment, mais je sais pas, vous avez déjà vu Butler arriver sur un campus, quoi? Il se passe un truc, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et puis Butler, elle est dans cette droite ligne, en faisant sa sauce, etc. Donc QC, il raconte tout ça. En 2003, évidemment, toute cette histoire elle continue et là, moi, c'est pas mal parce que personnellement, j'ai eu mon bac en 2005, donc c'est l'année de sa postface. Et puis le reste, c'est ce que moi je vois en ayant fait et fini mes études depuis. Et en fréquentant toujours les universités, on verra si ça dure. Alors, donc il y a cette contre-offensive idéologique qui vient de la droite, mais qui vient aussi de la gauche. Alors, ça, la gauche, elle n'a jamais été tellement d'accord avec ça, parce que on abandonne le marxisme, on abandonne la lutte des classes, et la French Theory peut être intégrée à la logique du capitalisme tardif, telle que l'analyse Frederick Jameson, et à ce niveau-là, alors après, c'est compliqué parce que Jameson aussi est quand même difficile à lire, etc. Moi, je ne l'ai pas assez lu, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais on est quand même sur une des grandes figures de marxistes universitaires. Donc, qui sont les gens très cités? Alors, pour QC, c'est Butler, Spivak, Fish, Saïd, Rorty et Jameson. Mais Jameson de façon plus limitée. Quels sont les grands concepts? Donc, les zones d'autonomie temporaire, les cyborgs, le pop, tout ça... c'est des trucs qui me passionnent, mais c'est super compliqué, donc je vous fais clairement pas un truc là-dessus. Puis il faut que vous ayez une raison de lire le livre, celui-là est vraiment bien, quoi. Néanmoins, moi, ce que j'en retiens, alors bon, la fin, c'était plus long, mais le livre fait quand même 373 pages à la fin de la table des matières. Et c'est dense, hein, même s'il y a des photos de Foucault, ça reste un peu dense. Il n'y a pas de photos de Foucault à la plage. Je suis un peu déçue.
Ce qu'on va donc voir, c'est à la fin, donc ce retour en France avec la même méfiance, mais c'est un retour très timide et qui ne s'est pas mis en place. Alors, ce que montre très bien QC, c'est comment il y a ce qui va poser problème, poser problème, faire énormément de polémiques, mais je ne sais pas si une polémique est un problème, c'est quand même une question aussi à poser, à savoir que ces philosophies en revenant en France, en revenant, voilà, elles, mais même aux États-Unis, elles conduisent donc, à un certain oubli de la lutte des classes, mais peut-être à une mise en avant donc, des identités, et ces identités, elles sont pensées comme mouvantes, désessentialisantes, etc. Sauf que ça, eh ben, est-ce que c'est que ça marche pas? Est-ce que c'est que c'est pas possible de le penser? Est-ce que c'est... Je sais pas. Mais ces identités, déjà aux États-Unis, mais en fait, elles tendent à se figer. Et là, on retombe sur une vieille querelle, les universalistes versus les relativistes. Relativiste, c'est une insulte, hein. Donc on va dire intersectionnel, mais intersectionnel peut être très matériel, et normalement doit être quand même matérialiste. Mais en tout cas, il y a un glissement, et ça je crois que c'est aux États-Unis comme en France, de ce qu'est l'intersectionnalité à une défense plus identitaire. Dit comme ça a l'air d'être un énorme gros mot. Parce que c'est aussi l'accusation des détracteurs. Est-ce que ces identités, elles sont essentialisantes? C'est compliqué, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre, et globalement, en fait, ce que montre très très bien QC sur les États-Unis, c'est comment la transformation des différentes philosophies de Foucault, de Deleuze, Derrida, putain, je les mélange, mais si je mélange les noms, ça va faire des philosophes monstrueux, mais ça sera peut-être parlant. De Reuze, Derrida. Euh, en fait, dans cette transformation, il y a une réduction au kit méthodologique. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans le militantisme, et peut-être au carré, parce qu'en plus, le militantisme peut être universitaire, mais il peut aussi être en dehors des universités, ou être le fruit de gens qui n'ont pas un bagage universitaire très solide. Moi, je dois avouer que je suis quand même assez atterrée de voir à quel point le bagage théorique de beaucoup de féministes est faible. Donc il y a des mots d'ordre, il y a des concepts, mais on reste sur quelque chose de figé par manque de théorisation derrière, et de travail et de connaissance de l'histoire, non pas du féminisme, mais des mouvements féministes. Alors moi j'attends le 19e siècle, donc forcément, bam, il se passe des choses, mais même des différentes écoles. C'est très compliqué d'avoir pour modèle et Delphi et Butler, parce qu'en fait elles se contredisent. Alors on a le droit de se contredire, hein, et d'avoir une pensée contradictoire, mais c'est pas forcément pensé comme une pensée contradictoire. Et ça, moi, c'est un truc qui me préoccupe en ce moment. Est-ce que c'est possible de penser une identité, c'est-à-dire un sujet, de façon mouvante? C'est bien ce qu'ils font, ces philosophes-là. C'est exactement ce qu'ils font. C'est une crise du sujet. Mais est-ce que cette crise du sujet, on arrive à la penser de façon peut-être pas quotidienne, mais en tout cas plus pratique dans le militantisme? Et sur quoi on va lutter? Et n'est-on pas en train de lutter pour des mots plutôt que pour des conditions matérielles que l'on oublie? Et que l'on oublie d'autant plus si on vit sur un campus à l'américaine avant de devoir rembourser son prêt étudiant. Alors ces conditions matérielles, je pense pas qu'on les oublie, parce que je rappelle qu'une femme sur 5 aux États-Unis sera violée sur un campus, hein. Mais que mettons en avant? De quoi parle-t-on? Et lutter contre les viols sur les campus, c'est donc très important, et en proportion et en nombre absolu, hein, mais est-ce que c'est réellement lutter pour toutes les femmes? Et moi, j'ai pas de réponse à ces questions. C'est vraiment des choses auxquelles je réfléchis quand même pas mal en ce moment. À ça, on peut ajouter quand même que... Donc, est-ce qu'on peut penser une identité mouvante? Moi, je crois que les identités sont mouvantes, mais est-ce que le militantisme ne risque pas de raidir, notamment par le kit, le prêt-à-penser, etc. Alors, j'aime pas cette expression prêt-à-penser, on dirait que je suis BHL, mais il y a, il y a quelque chose qui, dans l'apprentissage, doit passer par quelque chose donc, de raide avant d'aller vers de la souplesse, et tout le monde n'ira pas vers celle-ci. Et c'est ce que je vois avec mes étudiantes. Voilà, ça prend du temps, et ça prend beaucoup de temps pour assouplir une pensée. Parce que il faut déjà avoir une pensée à soi pour commencer à réussir à dialoguer avec celle des autres. Et c'est aussi pour cela que
quand on a 18, 20 ans, 25 ans, on peut, je ne dis pas qu'on doit, ou que c'est le cas de tout le monde, mais se retrouver très vite emballé par telle ou telle théorie, tel ou tel penseur, parce que on va se mouler vers des pensées théoriques, esthétiques, etc. Parce qu'on se cherche. Et là, on est vraiment mouvant, mais on n'est pas encore soi. Enfin, donc je sais pas tellement le dire. Et j'ai pas tellement envie de recourir à la psychologie pour penser à ça. Mais il y a quelque chose comme ça là que j'essaie de penser ces derniers temps. Et French Theory m'y a aidé, mais ça suffit pas encore. Il faudra que j'aille plus loin. Mais je pense que je vais lire un peu Spivak que concrètement je connais pas. Donc là, j'ai récupéré des textes, mais enfin, que je n'ai jamais lus. Et d'autres, quoi, parce que c'est vraiment un truc qui m'a l'air vraiment central. Comment, en fait, penser une identité en mouvement et comment faire, en fait, au niveau des luttes intersectionnelles pour que ces luttes restent des luttes d'identité assignée, éventuellement revendiquées pour une inversion du stigmate, mais qui ne soient pas sclérosantes, comme l'est un nationalisme. Ça serait tellement dommage de revenir à ça. Ou à une essentialisation. Donc ça pose plein de questions. Et une autre des questions qui m'a quand même pas mal touchée, donc c'est celle du pantextualisme. Hein. Voilà, moi je suis en métaleps, hein, donc je continue à être là-dedans. Avec cet élargissement du canon aux œuvres, on va dire, de divertissement. Ça, c'est un truc qui revient pas mal, et notamment parce que je vous ai parlé de l'affaire Chénier. Les œuvres de divertissement, est-ce qu'on perd notre temps en parlant de divertissement? Ben oui et non, ben oui, parce que c'est quand même majoritaire, et il est quand même important de voir ce qui va être représenté, comment les choses sont représentées, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces représentations qui nous font, en fait. Parce que moi, je suis désolée, mais je vis pas dans les terres, quoi. Hein, je regarde aussi Netflix, hein, de temps en temps. Plus en ce moment. Pardon. Mais est-ce qu'on perd pas notre temps aussi à rester dans un commentaire de divertissement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une essence qui s'échappe? Et j'ai même pas l'impression que le divertissement soit un simulacre, j'ai l'impression que c'est un paravent. Et là, voilà, la critique des représentations, elle me paraît absolument essentielle. Et elle va accompagner pour moi la promotion d'une langue inclusive. J'avais signé en 2017 le manifeste d'Eliane Viennot. Enfin, c'est vraiment un truc auquel je crois. Et qui fait que je pense que Wittig est vraiment une autrice importante, hein, avec notamment les guerrières. Mais des fois, je me demande dans quelle mesure on n'a pas lâché la proie pour l'ombre à ce niveau-là. Et, et que cherche-t-on finalement dans les textes? C'est à peu près à ça que j'en suis arrivée. Alors après, je l'ai fini hier soir assez tard, et après, je me suis endormie devant la télévision. C'était pas en replay, mais sur le site d'Arte. Allez voir Autant des ouvriers. 4 volets sur l'histoire ouvrière. C'est très très chouette. De Stan Neumann. Mais il est français, mais avec un nom allemand, c'est pas facile. C'est lui qui avait fait La langue ne ment pas sur Victor Klemperer, ce prof de linguistique chassé l'université allemande parce qu'il était juif, et qui a donc étudié la langue des nazis. C'est vraiment un très très bon documentariste et un très bon documentaire, il faut aller voir ça. C'est gratuit, si vous avez le temps. Mais la question, enfin, c'est-à-dire que les représentations sont essentielles, mais on ne peut pas considérer la représentation comme simplement le reflet des structures sociales. Il se passe aussi autre chose, parce que les représentations, elles sont faites par des individus singuliers, le plus souvent, et en même temps, ces représentations, elles influent sur nous. Et ça, que ce soit, je sais pas, la Casa del Papel ou Godard, ça va dépendre des publics, évidemment. Mais Et là, il y a quand même des moments comme ça où j'ai ce doute, quoi, sur, sur la culture, sur le texte, et sur la possibilité qu'a le texte de saisir le monde. Et là, c'était pas mal. Alors, ce French Theory, ça vous montre vraiment un peu comme l'histoire du flirt. Vous savez, compter fleurette en français devient le flirt qui revient pour parler du flirt en France. Ça, c'est avec l'Angleterre. C'est dans l'histoire de mots. Le toast vient de tostum. C'est rapide, avant d'être une tartine. Voilà. Toutes ces histoires comme ça de transfert de mots, là, c'est bien plus large. C'est vraiment une histoire intellectuelle beaucoup plus vaste. Et le bouquin est vraiment complet. Peut-être que sur deux, trois trucs
Alors, QC a une écriture assez dynamique sur deux trois trucs que j'ai trouvé sévères. Mais j'ai quand même eu l'impression qu'il donnait quand même globalement. Alors, c'est dense, hein, parce que ça explique pas Deleuze, quoi. Ça sert pas à ça. Ça parle d'autre chose, hein. Mais ça permet quand même aussi de comprendre comment on pense, et pas que d'un point de vue conceptuel. Mais d'où on pense, dans quelle situation on pense, et sur les épaules de qui on peut penser. J'espère que ça vous a intéressé, je vous dis à bientôt.